Bonjour à tous, est-ce que ça marche bien? Donc bonjour, la traduction marche. Oui, guten Tag, which is my best German. For the rest, I will be in French. Donc merci beaucoup d'être là. À vous tous pour ce colloque qu'on est très heureux d'organiser conjointement entre le Conseil national et le VID. On a tissé des liens qui sont de plus en plus étroits année après année. Et c'est un des grands acquis de Christophe Thévenot qui avait impulsé ce mouvement avec beaucoup de bonheur. Et on est tous très heureux de pouvoir le poursuivre et très désireux de continuer dans les années à venir à approfondir nos liens. On a choisi de faire ce colloque dans la foulée d'une directive qui vient juste d'être transposée en France et dans la perspective d'autres directives sans doute à venir. Et dans ce cadre-là, si vous me le permettez, comme il est encore tôt et qu'on sort du petit déjeuner, je voudrais introduire nos débats dans une dynamique beaucoup plus large et dans l'actualité de l'Union européenne pour évoquer une question que finalement on aborde rarement, qui est la question du sens. Au fond, pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait? À quoi ça sert? Et au-delà de la technique, donc quel est le sens, quel est le but de notre action? Pour revenir sur des fondamentaux qu'on connaît tous bien, l'Europe, ça s'est construit sur une volonté politique. On construit ensemble un avenir commun et on a évidemment pour objectif de mettre fin aux rivalités qui ont opposé les puissances européennes pendant des siècles. Elle se construit sur un idéal commun, la démocratie, les droits de l'homme, l'économie de marché, tout ceci étant évidemment porteur de progrès, et puis sur une stratégie de construction. Les libertés de circulation qui conduisent à l'imbrication de nos économies, ce qui favorise la prospérité, la solidarité et l'émergence, espérons-nous, d'un sentiment d'appartenance, d'une conscience commune et d'une solidarité entre les nations et entre les peuples. On connaît tous ces principes depuis longtemps, on les a appris à l'école, on les a intégrés. Ils semblent pourtant, quand on regarde l'actualité, un peu perdus de vue par les peuples, par les citoyens qui perçoivent un peu facilement l'Europe comme une machine bureaucratique qui aurait un peu perdu de son sens. En tout cas, c'est comme ça qu'on en parle trop souvent. Et il s'ensuit une crise de légitimité. Et donc on en revient à la question du sens. La légitimité, c'est le sens. Donc au fond, à quoi ça sert? Ce qu'on constate tous, c'est qu'on a besoin de refondre le logiciel européen. Et on a un cap pour ce faire qui est maintenant très évident, partagé par tout le monde, qui est celui de la souveraineté. Il faut restaurer notre souveraineté. Alors on parle très tristement actuellement d'une souveraineté militaire qui reste à construire. La souveraineté industrielle, on a bien identifié le sujet depuis longtemps, c'est le sujet de la transition écologique, le sujet de la taxe carbone aux frontières, l'indépendance énergétique, tous ces sujets sont bien identifiés, bien connus, on s'y attaque, il y a beaucoup de travail, mais on travaille. C'est le sujet, pour rester sur la souveraineté industrielle, du questionnement de la DG Comp. À quoi doit servir le droit de la concurrence? Est-ce que c'est seulement favoriser la concurrence intra-européenne? Est-ce que c'est construire des champions européens qui pourront s'imposer dans les compétitions mondiales? La souveraineté numérique, ici aussi, on parle de loin, mais on en parle. On a la directive du Digital Service Act qui est en cours. Donc de tout ça, on parle. Mais on ne parle jamais de la souveraineté juridique. Et rien n'est fait. Et en Europe, dans notre Europe, on n'impose pas notre droit, on n'impose pas nos outils, ou en tout cas pas assez, et on n'est pas une grande puissance quand on applique le droit des autres. Et on n'est pas une puissance du tout quand on se soumet aux tribunaux des autres. Et pourtant, c'est ce qu'on fait, parfois, trop. On connaît tous le sujet des sanctions extraterritoriales. Ce n'est pas un sujet pour aujourd'hui, mais en tout cas, celui-là est identifié. On parle moins de la domination du droit anglo-saxon par rapport au droit continental. C'est un problème beaucoup moins médiatique, mais en réalité, c'est un problème beaucoup plus prégnant, puisque celui-là, il affecte de façon beaucoup plus quotidienne la vie des entreprises européennes. Il est un peu plus insidieux aussi, puisque c'est par choix, finalement, que les entreprises européennes se soumettent à des droits qui ne sont pas des droits européens. Et c'est sans doute beaucoup plus facile à résoudre après tout. Les
les Anglais disaient avant de quitter l'Europe, ou au moment où ils quittaient l'Europe, finalement, ça ne va pas changer grand-chose. Avant, on avait un pied dans l'Union européenne et un pied dehors. Maintenant, on fera le contraire. C'est un peu vrai. La City reste le centre européen des affaires. Les cabinets d'avocats anglo-saxons restent les plus puissants en Europe. Le droit anglais continue à imposer ses standards et le marché ne va pas le corriger. Aujourd'hui, concrètement, on le sait tous, quand une banque européenne veut financer une entreprise européenne, dès lors qu'on dépasse une certaine taille de financement, on soumet la documentation soit au droit anglais, soit au droit de New York, parce que c'est la condition pour pouvoir syndiquer un crédit. Ça, c'est le marché. Et soit l'Europe s'en saisit et il faudra légiférer, soit on ne s'en saisit pas et ça restera comme ça. Or, on est évidemment très proche des pays anglo-saxons, mais ils ont leur logique, leurs valeurs qui sont proches des nôtres, mais qui ne sont pas nécessairement exactement les mêmes. Et les divergences entre les droits anglo-saxons et le droit européen, qu'on construit ensemble, et on continuera à le faire aujourd'hui, vont augmenter avec le temps. Le droit continental, ça n'est pas le droit anglo-saxon. Le capitalisme européen, ça n'est pas le capitalisme de la City ou de la Silicon Valley. Et l'ambition industrielle de l'Europe va se heurter à celle de la Grande-Bretagne, qui se rêve en Singapour sur Tamise et qui veut jouer de façon croissante entre les différents standards européens pour acquérir un avantage concurrentiel. Donc si on recentre toutes ces questions-là qui sont un peu larges, je vais vous donner l'impression de me perdre un peu dans des sujets qui nous dépassent, mais si on recentre tout ça sur notre domaine de compétences, qui est celui des restructurations d'entreprises, il faut qu'on se repose donc la question du sens dans cette dynamique globale. Au fond, c'est quoi une procédure de restructuration et ça doit être quoi en Europe demain? Quel doit être l'objectif? On en parlera longuement aujourd'hui. Où en sommes-nous aujourd'hui de l'intégration européenne? Et quelles sont les grandes divergences qui restent à traiter? Faut-il les traiter d'ailleurs? C'est une question qu'on se posera. Est-ce que nos lois s'appliquent vraiment, notamment pour les grands dossiers? Je l'évoquais il y a un instant. Est-ce que ces lois sont contournées, notamment par l'effet du forum shopping et le recours à des droits qui ne sont pas des droits de l'Union européenne? Et en fonction de ces réponses, il faudra décider ensemble ce qu'il est souhaitable de faire dans une prochaine étape d'intégration de nos droits. Comment ça marche? Où souhaite-t-on que les décisions soient prises? Et quel droit doit être appliqué en Europe? L'objectif de ce colloque, c'est de débattre de ces sujets-là avec un collège d'experts de très haut niveau qu'on est non seulement heureux, mais assez fiers d'avoir réuni aujourd'hui. Et peut-être le plus éminent d'entre eux, celui qui a réussi à être à la fois un expert reconnu en Allemagne et en France, Axel, à qui je cède la parole. Bienvenue. Je vous souhaite à tous la bienvenue à la première réunion commune du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires et du FAUD. Nous sommes déjà rencontrés à Paris et à Berlin, mais encore jamais à Bruxelles. Et donc, bienvenue à notre première rencontre à Bruxelles. Je voudrais remercier Christophe Bass et Alain Damé qui ont pris l'initiative de cette rencontre et qui ont eu cette idée dans le cadre donc de l'harmonisation des directives. Et le Conseil national change de présidence tous les 2 ans. Et avant, c'était donc Christophe Bass. Maintenant, nous avons donc Frédéric Abitbol qui a pris la relève. Et je voudrais aussi saluer Christophe Thévenot, sous la présidence duquel nous avions commencé cette collaboration. Merci donc pour cette initiative. L'objectif de notre rencontre d'aujourd'hui, Frédéric, tu as déjà tracé les grandes lignes et
et remis tout cela dans un cadre assez large. Nous voulons nous échanger entre experts, entre représentants de l'administration, représentants d'universités et aussi des institutions européennes qui sont présentes ici aujourd'hui. Et nous voulons contribuer à l'unification des réglementations européennes. La France et l'Allemagne sont assez éloignés l'un de l'autre d'un point de vue juridique. Les systèmes juridiques ne pourraient presque pas être plus différents et c'est pour ça que c'est également une opportunité de s'échanger entre collègues pour essayer de se rapprocher et d'essayer de définir des normes communes. Nous sommes de manière formelle très éloignés, mais nous sommes humainement très proches et donc je pense que la base est là pour créer quelque chose, pour discuter ensemble et pour échanger nos idées. Je voudrais saluer aussi tous les bénévoles et les personnes qui vont contribuer à nos échanges et qui ont investi leur temps dans notre projet commun d'unification du droit. Merci pour leur présence, à Monsieur Bellamy, que je voudrais nommer en tant que représentant du Parlement européen, et aussi Monsieur Carré de la Commission européenne. Et bienvenue donc. Nous avons aussi un représentant du ministère de la Justice, Monsieur Bornemann. Bienvenue. Malheureusement, la représentante du ministère de la Justice française n'a pas pu nous rejoindre pour des raisons d'agenda. Et c'est bien dommage, car à Paris et à Berlin, nous voulions évidemment échanger aussi entre les militaires de nos deux pays pour avoir une plateforme commune, pour se rencontrer, pour collaborer. Bien sûr, aussi merci aux représentants de l'IP, Béatrice, l'ancienne présidente, et aussi la nouvelle présidente. Et merci parce que cette plateforme est très importante pour collaborer à une harmonisation de nos deux droits nationaux. Et nous savons que c'est une tâche qui tient à cœur à l'EP. Et merci aussi et bienvenue aux représentants des associations, et aussi les représentants des banques, mais aussi les représentants de l'artisanat, pour qui donc la mise en œuvre de ces directives est capitale, puisqu'il s'agit de leur pratique quotidienne. Ils sont très intéressés donc à cette participation à notre rencontre. Et finalement, merci aussi à la représentation du Land Rhénanie du Nord-Westphalie auprès de l'Union européenne, qui nous permet d'utiliser ces locaux, et Madame Pouchet. Nous remercions aussi notre bureau à Berlin, nous n'en avons pas, et à Paris, nous n'en avons pas à Bruxelles. Merci aussi aux traductrices par avance. Et je voudrais vous rappeler, pour les orateurs, d'essayer de parler lentement pour que la traduction puisse être assurée dans les meilleures conditions. Merci à Daniel Bergmer et son équipe et à toutes les personnes qui ont contribué à l'organisation de cette rencontre. Deux petites remarques techniques. Nous avions eu l'idée, comme nous sommes un groupe qui n'est pas trop grand, de faire avant la pause de midi une photo de groupe dehors. Et
cette manifestation est également enregistrée, donc pour avoir donc un souvenir visuel, nous voudrions prendre une photo de groupe et aussi une petite remarque en ce qui concerne les mesures d'hygiène. Vous n'êtes pas obligé de porter un masque, mais vous le pouvez. Donc chacun fait comme il veut. Je vous souhaite des échanges intéressants et fructueux et une très bonne journée dans l'ensemble. Et merci de votre attention.